Ce 1er octobre marque également le lancement de la campagne annuelle Octobre Rose, campagne destinée à sensibiliser les femmes au dépistage des cancers féminins, en particulier ceux du sein et col de l'utérus. Au Cameroun, donc, cette situation reste préoccupante. Capital Info Midi ouvre sa série du mois consacrée à ce sujet. Et dans ce journal, nous reviendrons également sur le démantèlement d'un réseau de malfrats dans la ville de Yaoundé. Ils étaient spécialisés dans le vol de véhicules à travers le territoire national. Mesdames, Messieurs, vous avez le sommaire. La radio de la capitale. Une fois de plus, bonjour et bienvenue au journal sur Capital FM. On démarre cette édition avec la présidentielle 2025 et la campagne électorale qui se poursuit toujours sur le terrain. Après la région de l'Ouest et le département du Mongo dans la région du littoral, la ville de Yabassi dans l'Onkam a réservé un accueil triomphal à Serge Espoir Matomba. Le candidat du PURS y a tenu un giga meeting où il a célébré son anniversaire et l'adhésion massive des populations à son mot d'ordre, le bulletin rouge. Sandrine Egolo pour plus de détails. Sous une pluie battante, Yabassi a vibré ce mardi au rythme d'un meeting géant. Au carrefour des 8, le candidat du PURS, Serge Espoir Matomba, a drainé une foule compacte venue réaffirmer son soutien au bulletin rouge, présenté comme le bulletin de la liberté. Danse, chants, encensements et discours enflammés, malgré les intempéries, le rendez-vous a tourné à une véritable communion populaire. Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS. Je suis convaincu d'une chose, seuls nous pouvons changer ce qui se passe dans cette ville et dans ce département. La sortie massive des populations et je suis dans la joie de constater que cette population adhère au discours de la liberté du Cameroun, que nous allons conduire les populations vers la liberté du Cameroun. Ceci pour le bien-être. Ce giga meeting avait une double saveur car Serge Espoir Matomba célébrait le même jour son 46e anniversaire. Une surprise que ses militants ont marquée par un chant collectif en son honneur, repris dans l'émotion et l'enthousiasme. Joyeux anniversaire, Serge Espoir, joyeux anniversaire. Que tout ce que tu demandes à Dieu, il puisse te l'accorder. Aujourd'hui c'est un jour, joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est un jour. Avant Yabassi, le candidat avait déjà multiplié les étapes dans l'ouest et le littoral. Bafoussam, Tchan, Sanchou, Loum et Mbanga, autant de haltes marquées par des défilés, des animations culturelles et des appels à la jeunesse. Partout, le message reste le même, rompre avec le système actuel et offrir aux Camerounais des perspectives d'emploi et de mieux-être. De son côté, Tomaino Patricia Ndamdoya poursuit sa tournée de proximité dans la ville de Yaoundé. Malgré la pluie, ce mardi, la candidate de l'UDC a communié avec les populations, partageant leur réalité quotidienne et les invitant à se mobiliser massivement aux urnes le 12 octobre prochain. L'élection présidentielle connaît également un nouveau rebondissement. Le candidat Akeremouna, vous l'avez certainement suivi sur nos antennes, a récemment annoncé son retrait au profit de Bello Bouba Maïgari. Mais cette décision ne passe pas au sein de son propre parti, du moins celui qu'il a investi, le parti Univers dirigé par Nkoumvando. Son président, le professeur Nkoumvando, justement, rappelle le cadre légal et dénonce une rupture d'engagement unilatérale. Le décryptage d'Adrien Dikwessa Yakan. À quelques jours du scrutin, la candidature d'Akeremouna crée la controverse. Officiellement investi par le parti Univers, soutenu par une coalition de formations politiques dont l'UPC et le LCN, il avait été admis par une résolution d'Eleka mais confirmée par le Conseil constitutionnel. En clair, juridiquement, rien ne peut remettre en cause sa présence dans la course. Le nom d'Akeremouna figurera bien sur les bulletins de vote, mais c'est sur le terrain politique que la tempête souffle. L'annonce de son retrait au profit de Bello Bouba Maïgari, candidat de l'UNDP, a été accueillie avec froideur, voire colère par ses alliés. Pour Nkoumvando, président du parti Univers, cette décision unilatérale ressemble à une trahison.
Une rupture d'engagement, dit-il, qui viole à la fois un contrat politique et un engagement d'honneur vis-à-vis des partenaires de la coalition. Le leader du parti Univers va plus loin. Il dénonce des arrangements de quartier, autrement dit des négociations de coulisses qui, selon lui, ne servent ni la démocratie ni le projet de changement porté par son parti et ses alliés. Derrière cette passe d'armes, deux logiques s'affrontent. D'un côté, la logique politique qui pousse certains candidats de l'opposition à se regrouper pour peser davantage face au pouvoir. De l'autre, la logique juridique et contractuelle rappelée par Nkuvondo, qui fait de la candidature d'Akeremouna une affaire collective et non une initiative personnelle. Les risques sont évidents. Un désistement mal géré pourrait démobiliser les militants, brouiller le message de l'opposition et surtout donner des arguments au camp présidentiel. À quelques jours du scrutin, cette crise interne illustre une fois de plus la difficulté des forces d'opposition à parler d'une seule voix et à transformer l'unité affichée en véritable stratégie électorale. On reste avec l'UNDP de Belobouba Maïgari, le candidat qui a tenu un meeting ce mardi à Ebolova, un meeting qui a connu beaucoup d'obstacles. Le site initialement prévu pour ce rendez-vous a été interdit d'accès par les autorités, obligeant l'équipe à se replier vers le village de Monin-Lam, à 2 km du centre-ville d'Ebolova. Malgré la pluie et un important dispositif sécuritaire, le leader a parcouru les ruelles d'Ebolova sous les acclamations de ses partisans. En Kola-Famba, dans le département de la Mefou et à Famba, nous sommes dans la région du centre. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, a rassemblé ce mardi 30 septembre. Malgré la pluie, militants, femmes, jeunes et autorités traditionnelles ont répondu présents pour exprimer leur soutien au président Paul Biya. Le grand reportage est signé Lorraine Lekwemi. C'est dans une ambiance festive et sous une pluie battante que le ministre Luc Naglo-Mbarga Atangana, président de la commission départementale de campagne RDPC pour la Mefou et à Famba, a présidé le méga meeting organisé au stade de la mission catholique de Nkwaban ce 30 septembre. Pour ce deuxième déplacement dans le cadre de la campagne électorale, le ministre a tenu à saluer cette mobilisation impressionnante, symbole de la transformation de Nkola-Famba, devenue aujourd'hui une véritable ville urbaine. Un développement rendu possible, selon lui, grâce à l'action du président Paul Biya. Nkwaban était un village où les gens partaient de Yaoundé dimanche pour boire le vin de palme. Aujourd'hui, les gens viennent en Nkwaban parce que c'est un centre urbain. Il n'y a plus besoin de traverser Nkwaban pour aller faire ses courses. Vous faites tout en Nkwaban. Nous devons ça à Paul Biya. Il faut savoir. Il faut savoir dire merci et dire que, papa, on veut encore. Parmi les intervenants, Joël Kwemo, président directeur général du groupe Saint-Christophe et vice-président de la commission départementale de campagne RDPC pour la Mefou à Famba, l'opérateur économique a salué le climat des affaires à Nkola-Famba, mettant en avant l'intégration réussie des Camerounais venus des 4 coins du pays. Mes frères et sœurs ici présents nous ont apporté leur contribution en nous cédant des territoires pour qu'on puisse bâtir cette commune. Et nous sommes en train de le faire parce que le climat d'affaires est possible. J'invite encore ceux qui attendent. Venez mettre votre argent dans cet arrondissement. Joël Kwemo a également tenu à rassurer la population sur le pouvoir d'achat avec une annonce fracassante. Le prix du pain ne sera pas augmenté tant que Paul Biya sera au pouvoir. Vous allez rester le même gendarme. Qu'aucun opérateur économique ne vous flatte parce que vous avez su, durant votre magistère, maîtriser le coût de la vie ici au Cameroun. L'un des résultats les plus probants de ce septennat, c'est le coût maîtrisé de la vie. Un avis partagé par l'élite locale s'exprimant au nom des élites, lui et Yaya Zanga, gouverneur émérite, a réaffirmé le soutien indéfectible de l'élite de Nkola-Famba en faveur de Paul Biya, soulignant la continuité des efforts pour un développement social et économique durable. Il s'agit pour les forces vives de notre terroir de réaffirmer avec encore plus de détermination que par le passé notre engagement de fidélité et d'adhésion à la politique salutaire menée par le président Paul Biya à la tête de notre pays. Même message pour Jean-Raoul Koudou Bongonan, président de la commission communale de campagne RDPC en Nkola-Famba. Celui qui est également président du bureau de section RDPC Mefou à Famba, centre
n'a pas manqué de préciser que les autres candidats ne disposent pas de programme politique concret pour le développement du pays. Ankola Famba, je l'affirme haut et fort, Paul Biya reste et demeure notre seul et unique candidat à cette élection présidentielle du 12 octobre 2025. C'est l'homme de la situation, au regard non seulement des atouts humains et humanistes de l'homme, mais aussi de ses nombreux acquis. En clôturant cette manifestation populaire, le ministre Luc Magloire Barga Atangana a rappelé aux militants le message de ce grand rassemblement. Un vote plébiscite pour le champion du RDPC, Paul Biya, Luc Magloire Barga Atangana. Nous sommes en campagne pour l'élection présidentielle. Il ne peut pas y avoir un autre message que le vote en faveur du candidat de notre parti, le RDPC. Mais le vote du candidat tout simplement du peuple, qui est le président Paul Biya. Voter Paul Biya, c'est voter l'assurance, c'est voter la marche en avant du Cameroun vers son émergence. Le meeting s'est achevé en fin de journée dans une célébration avec la certitude que les habitants de Nkola Famba feront un carton plein en faveur de Paul Biya pour poursuivre la dynamique de développement enclenchée dans la localité. Sur le terrain, les partis alliés du RDPC se mobilisent également. Le sénateur Marlise Aboui de l'Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, ANDP en abrégé, a lancé un vibrant appel à ses compatriotes de Mandjou dans la région de l'Est. Elle les a exhortés à rester fidèles et unis, insistant sur le fait de ne jamais être des traîtres, a-t-elle déclaré. La radio de la capitale. Il est 12h passé de 13 minutes à Yaoundé. Vous écoutez Capital Info Midi sur Capital FM. Place à présent à notre dossier de la rédaction. Ce 1er octobre reste une date sensible dans l'histoire du Cameroun, tant elle renvoie à l'union en 1961 entre deux territoires issus de trajectoires coloniales distinctes. L'union, née sous l'égide des Nations Unies, interroge naturellement sur le chemin parcouru et sur sa place dans la construction nationale. L'analyse de Jean-Séraphin Kou. Comme si c'était hier, on se rappelle du 1er octobre 1961, date historique qui marque l'avènement de la République fédérale du Cameroun. On se rappelle surtout que cet événement découle du plébiscite organisé en février de la même année par les Nations Unies. Le Southern Cameroun, placé jusque-là sous administration britannique, devait opérer un choix, s'unir au Nigeria voisin ou rejoindre le Cameroun, d'ores et déjà indépendant depuis le 1er janvier 1960. La troisième option, l'indépendance totale, avait été écartée par l'ONU, option jugée irréaliste pour un petit territoire sans grandes ressources. Une majorité d'électeurs choisit pour cet exercice le rattachement à la République du Cameroun. Mais juste après, équation délicate, comment faire cohabiter deux entités coloniales profondément différentes? D'un côté, un Cameroun francophone structuré autour du modèle jacobin français, de l'autre, un Cameroun anglophone façonné à l'image de la culture britannique, de la common law, du parlementarisme et d'une plus large autonomie locale. Cela dit, la fédération à deux États devait théoriquement préserver ses spécificités, oui, sur le papier, mais dans la pratique, voyez-vous, le vivre ensemble s'avérera pénible. Multiplication des incohérences, notamment des différences sur le plan juridique, des tensions administratives, un sentiment d'inégalité dans la répartition des pouvoirs. L'unité nationale, voulue par l'histoire, se construit plutôt sur un terrain fragile. 64 années plus tard, il est constant de dire que francophones et anglophones ont cheminé ensemble, certes, parfois dans la douleur, parfois dans l'enthousiasme aussi, mais toujours avec l'idée d'une unité plus visible. Le chantier reste ouvert, grandement ouvert. Il se construit pas à pas, le vœu le plus nourri étant celui de tenir toujours gagné chaque pas. Ciao. Et le 1er octobre, Jean-Séraphin, reste une date à double lecture au Cameroun. Officiellement, elle renvoie à l'unité nationale héritée de la réunification, mais pour les mouvements séparatistes anglophones, elle marque l'acte fondateur d'une indépendance revendiquée, celle de l'Ambazonie. Sandrine Egolo.
Cette dualité fait de chaque commémoration un moment de tension. Pour le pouvoir central, il s'agit de rappeler l'intégrité territoriale, l'indivisibilité de la République et la nécessité de préserver la cohésion. Le gouvernement présente le 1er octobre comme une date de fierté et de mémoire collective, symbole d'un État soudé malgré ses différences. En face, les leaders séparatistes brandissent le 1er octobre comme une fête nationale alternative. Dans les régions anglophones, la journée est souvent marquée par des mots d'ordre de ville morte, des levées clandestines de drapeaux et des discours appelant à une Ambazonie indépendante. Des manifestations parfois violemment réprimées par les forces de sécurité. Depuis le début de la crise anglophone en 2016, le 1er octobre est ainsi devenu un point de crispation. Déploiement militaire massif, interdiction de rassemblement et climat de peur dans certaines villes du nord-ouest et du sud-ouest. Pour les populations locales, la journée est autant synonyme de commémoration que de crainte. Entre mémoire d'unité et revendication de rupture, le 1er octobre illustre les fractures politiques qui traversent le Cameroun, une même date, mais deux visions diamétralement opposées d'un avenir commun. Et pour certains, ce 1er octobre rappelle la réunification du Southern Cameroun avec le Cameroun oriental en 1961. Pour d'autres, cette date reste le symbole d'une fracture et d'une marginalisation entre mémoire historique et tension identitaire. Le 1er octobre divise autant qu'il n'interpelle. Voyez tout cela dans cet élément signé Griffith Ngomongo. Au Cameroun, le 1er octobre n'est pas une date ordinaire. C'est en effet le 1er octobre 1961 que le Cameroun oriental, ex-territoire britannique, rejoignait officiellement le Cameroun francophone un an après l'indépendance de ce dernier. Cet acte, présenté comme un moment d'unité et de fraternité nationale, marque le point de départ de l'État fédéral. Mais il cristallise aussi, plus de 60 ans après, de vives controverses. Pour une partie de la population anglophone, ce jour incarne un tournant douloureux, celui d'une intégration perçue comme forcée qui aurait conduit à une mise à l'écart politique, économique et culturelle. Les revendications d'égalité se sont mues au fil des décennies en discours autonomistes, voire indépendantistes. Depuis 2016, la crise anglophone a ravivé ce passé, donnant au 1er octobre une dimension hautement sensible. Chaque année, la date est scrutée, redoutée même par les autorités, car certains groupes la brandissent comme la fête de l'indépendance de l'Ambazonie. À l'opposé, pour une autre partie des Camerounais, francophones comme anglophones, le 1er octobre demeure un symbole d'unité nationale. Un rappel que le pays s'est construit dans la diversité et son avenir ne peut se concevoir que dans la cohésion. Les discours officiels mettent en avant la nécessité de dépasser les fractures et de renforcer l'intégration pour bâtir un Cameroun un et indivisible. Ainsi, derrière le 1er octobre, deux lectures s'affrontent. L'une qui réclame la reconnaissance d'une identité spécifique et d'une autonomie, l'autre qui défend le projet d'un État uni malgré ses différences. Et que représente vraiment cette date du 1er octobre pour les Camerounais, fête de l'unité ou moment pour entendre les revendications des anglophones? Et pourquoi pas les deux à la fois? Les réactions sont compilées dans ce micro-trottoir réalisé par Reine Mokongo. Pour moi, le 1er octobre représente un moment fort de l'histoire du Cameroun. C'est la date à laquelle, en 1961, les deux parties du pays, le Cameroun francophone et le Cameroun anglophone, ont été réunis pour former un seul État fédéral. Cette journée doit être à la fois une fête de l'unité nationale et une occasion d'écouter les revendications des régions anglophones. Pour moi, je trouve que le 1er octobre est une date historique et très importante pour les Camerounais, car elle commémore la réunification du Cameroun en 1961. Cette journée marque l'union des territoires sous domination coloniale française et britannique, donnant naissance à la République fédérale du Cameroun. Pour moi, c'est un rappel de l'unité nationale et de la volonté de bâtir un pays malgré la diversité culturelle et linguistique. Pour ma part, en tant que Camerounais, le 1er octobre reflète la fête de l'unité nationale. Avant tout, il faut se rappeler que le 1er octobre 1961 naît la République fédérale du Cameroun avec la réunification de l'ancien Cameroun français et du Cameroun méridional, qui était une partie de l'ancien
Cameroun-Britannique. Le 1er octobre renvoie à la libération, l'union du Cameroun francophone et anglophone et l'amour d'un seul pays qui est le Cameroun. La radio de la capitale. Il est 12h passé de 21 minutes à Yaoundé. Vous écoutez Capital Info, midi sur Capital FM. Dans le reste de l'actualité, la ville de Yaoundé possède son deuxième établissement 5 étoiles. Le Concorde International Hotel a été inauguré ce mardi par le Premier ministre Joseph Dione Gauthier. Érigé sur les hauteurs d'Olézois, l'établissement comprend 116 chambres et suites, 2 restaurants, un spa ou encore 2 étages de conférences. Il a été réalisé par la mutuelle des personnels de la Direction générale du Trésor à hauteur de près de 19 milliards de francs CFA. On reste à Yaoundé qui a connu ce mardi un événement assez troublant, du moins pour les populations. Le commissaire divisionnaire du central numéro 4, Christine Irène Minjom, chargée de la lutte contre la criminalité urbaine, a annoncé le démantèlement d'un réseau d'individus spécialisés dans le vol et la transformation de véhicules à travers le triangle national. Les suspects ont été interpellés tandis que le cerveau du gang demeure en fuite et fait l'objet d'une traque active. Voyons tout cela avec Ren Mokongo. Les arrestations ont été procédées d'une enquête démarrée il y a de cela quelques semaines par la division du commissariat central numéro 4 de Yaoundé. Des perquisitions ont été menées dans plusieurs domiciles et ateliers clandestins situés dans divers quartiers de la ville. Au total, des véhicules volés, des pièces détachées modifiées, des plaques d'immatriculation falsifiées et des outils de démontage ont été saisis. Selon les premiers éléments, le modus operandi du réseau reposait sur une chaîne en plusieurs étapes. Christine Irène Minjom, commissaire divisionnaire. Et dans leur mode opératoire, il y a 3 façons d'opérer. La première est de droguer les taximans et de les tabasser quand il y a résistance pour arracher le véhicule. L'autre mode opératoire, c'est qu'ils sont assez malins de faire que très tôt, ils vont dans les garderies maintenant, ils garent leur véhicule au fond du parc, ils vont venir au petit matin les coups de 4 heures, 5 heures, dire aux gardiens qui veulent prendre leur véhicule parce qu'ils ont une urgence. Le gardien est obligé de leur remettre les clés de toutes les voitures qui obstruent le passage de la sortie de leur véhicule. Et en sortant, parmi ces véhicules, on va cibler un véhicule qui est en bon état. Ils vont le garer à l'extérieur, ils vont sortir bien évidemment leur voiture, ils vont remettre les véhicules, mais ils diront aux gardiens, comme on va au petit matin, ça ne sert à rien de remettre les véhicules dans le parc. Les autorités indiquent que les opérations ont également permis de dissuader de nouvelles activités criminelles liées à ce réseau et d'encercler les multiples ramifications entre Yaoundé et ses environs. Les propriétaires de véhicules sont invités à rester vigilants et à signaler tout comportement ou véhicule suspect à la police. Cependant, la traque du chef du réseau se poursuit. Malheureusement pour nous, pour l'instant, le chef de gang court, le monsieur Chomtua Dublin, alias Omega, il court. Nous avons le nommé Lambert, qui est le spécialiste en drogue, qui court. Mais pour le cas du chef de gang, nous avons son épouse, qui a été interpellée plus d'une fois depuis de justice pour des faits similaires. L'enquête se renforce et les autorités promettent de traduire les auteurs devant les tribunaux pour répondre de leurs actes, tout en renforçant les mécanismes de surveillance pour prévenir de telles délinquances à l'avenir. Le monde célèbre ce 1er octobre les personnes âgées, un moment pour attirer l'attention sur les défis de santé auxquels font face nos aînés. Hypertension, diabète, arthrose ou troubles cognitifs affectent leur quotidien et leur autonomie. Pour en parler, Alan Tekam est allé à la rencontre d'un médecin généraliste. Voici son reportage. Des pas ralentis, des douleurs persistantes, des rendez-vous médicaux fréquents. La vie des personnes âgées n'est pas toujours facile. Avec le vieillissement, le corps s'use, le cœur, les articulations, le cerveau. Ce qui favorise l'apparition des maladies telles qu'explique le docteur Maïva Simedje, médecin généraliste en service à la Polyclinique Saint-Christophe de Larda. On peut noter l'hypertension artérielle qui est très courante dans notre contexte, le diabète, les maladies du cœur, l'insuffisance cardiaque, une hypertrophie ventriculaire, les problèmes articulaires comme l'arthrose. La plupart de nos parents souffrent d'arthrose. Tout ça ce sont des maladies dues au vieillissement. L'arthrose et parfois des troubles de la mémoire, la démence, comme la démence. Elles apparaissent parce que nos organes et nos cellules vieillissent. Ils deviennent moins résistantes et récupèrent de moins en moins après un effort ou une agression.
Vivre avec ces pathologies demande des ajustements au quotidien, comme une alimentation équilibrée, des exercices adaptés et bien encore. Pour une personne âgée, pour améliorer sa qualité de vie, doit adopter de bonnes attitudes, une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire manger équilibré, avec moins de sel, moins de graisse, plus de fruits et de légumes. Comme on dit souvent, manger 5 fruits et légumes par jour. Et il faut faire un peu d'exercice physique régulièrement, suivre correctement son traitement médical. Si on t'a prescrit des médicaments à 8 heures, manger avant de boire, bref, aller régulièrement à ses consultations de routine pour voir son médecin et tout, garder une vie sociale active. Mais le rôle de la famille est tout aussi crucial. Le soutien, l'écoute et l'accompagnement affectif sont essentiels afin d'offrir un environnement sécurisé et chaleureux. Le rôle de la famille est essentiel. Elle doit d'abord apporter de l'écoute et du soutien moral à la personne, car la solitude, comme je le disais tout à l'heure, rend la maladie plus difficile. Parfois, ça s'aggrave même à cause de la solitude, la dépression qui s'installe. Ensuite, la famille peut l'aider à respecter ses heures du traitement, à l'accompagner à son rendez-vous médical, à créer un environnement rassurant et sécurisant. En Afrique et particulièrement au Cameroun, la solidarité familiale est une grande richesse pour les personnes âgées. Ce 1er octobre, journée internationale des personnes âgées, il faut quand même rappeler que ce geste compte pour permettre aux aînés de vivre dignement malgré les maladies liées à l'âge. Et souvenons-nous chaque jour que vieillir est une richesse et que nous devons naturellement accompagner nos personnes âgées. Vous l'avez certainement entendu, la campagne Octobre Rose démarre ce 1er octobre. C'est le mois consacré à la sensibilisation contre le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Au Cameroun, ces deux maladies constituent les formes les plus fréquentes de cancer chez les femmes et posent un véritable défi de santé publique. Voyons tout cela dans cet état des lieux présenté par Jaël Isodio. Selon le profil épidémiologique du cancer au Cameroun, publié par le Centre des données sur la biologie et la santé humaine, le cancer du sein représente 18,5% de l'ensemble des cas diagnostiqués dans le pays. Il occupe la première place des cancers les plus fréquents. Le cancer du col de l'utérus suit de près avec 13,8% des cas, confirmant ainsi son poids lourd dans la morbidité féminine. Les données de l'Organisation mondiale de la santé rappellent que sur le plan mondial, le cancer du col de l'utérus est le 4e cancer le plus courant chez les femmes, avec 660 000 nouveaux cas en 2022. En Afrique subsaharienne, le poids de la maladie reste très élevé, mais au Cameroun, des améliorations notables sont observées depuis quelques années. Des centres de dépistage précoce se sont multipliés dans les grandes villes. Des campagnes de sensibilisation sont menées chaque mois d'octobre et la vaccination contre le papillomavirus humain progressivement a été introduit dans le programme élargi de vaccination. Le registre du cancer de Yaoundé, déjà en 2022, avait estimé que le cancer touchait majoritairement les femmes jeunes, parfois dès la trentaine. Près de 100% des cas étaient associés au VIH, un facteur qui augmente la vulnérabilité. Aujourd'hui, malgré les difficultés persistantes, les initiatives de dépistage gratuit et l'intégration de la lutte contre le cancer dans certaines formations sanitaires publiques offrent de nouvelles perspectives d'espoir. Face à cet état des lieux, la campagne d'Octobre Rose prend tout son sens. Elle appelle les femmes à se faire dépister régulièrement et interpelle les pouvoirs publics sur la nécessité d'élargir encore l'accès aux soins. Car au-delà des statistiques, ce sont des vies des femmes et des familles entières qui sont en jeu. N'oubliez pas, sur nos antennes, nous lançons donc notre série du mois consacrée justement à la sensibilisation des cancers féminins, en particulier ceux du sein et du col de l'utérus. Dans l'actualité hors de nos frontières, l'ancien président RD congolais, Joseph Kabila, a été condamné à mort par contumace mardi par la justice militaire. Il est accusé de trahison et de crimes de guerre. Accusé de complicité avec le groupe armé M23, il vit hors du pays depuis 2023. Et puis l'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Emmanuel Kosinati, a été retrouvé mort ce mardi au pied d'un hôtel à Paris. Disparu la veille, il aurait forcé la fenêtre de sa chambre au 22e étage. Les premiers éléments évoquent un geste volontaire. Une enquête a été ouverte.
C'est la fin de cette édition de Capital Info Midi, préparée par la rédaction sous la coordination d'Angèle Bernfoma. Édition réalisée par Griffith Ngomongo. À la mise en onde, Stéphane Ambroise Mekoa. À la webdiffusion, Alex Mvando. Édition supervisée par Jean-Jacques Zeux. À ces micros de présentation, je suis Charles Akoa. Merci de votre fidélité à nos programmes. Ne manquez pas votre émission spéciale Compte à rebours spécialisée pour la couverture de la campagne électorale. C'est tout à l'heure à partir de 14h avec Sandrine Egolo à la présentation. D'ici là, nos programmes se poursuivent sur la 102.7. La radio de la capitale.